construire la base de mon investigation. Donc, au terme de cette enquête, j'ai découvert énormément de choses. Et je pensais qu'il était utile, non seulement pour les Congolais, de comprendre pourquoi les élections dans leur pays sont truquées et que cela, malgré les protestations des Congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, on n'aboutit quasiment presque à aucun résultat probant pour obtenir d'abord la révision des résultats et puis surtout, si possible, la remise en cause des élections elles-mêmes. Donc, j'ai trouvé tout cela dans les documents que j'ai pu obtenir, mais je voulais surtout qu'on comprenne pourquoi parler du Rwanda dans la déstabilisation du Congo était devenu tabou, quasiment tabou au sein de l'Union européenne, non seulement dans les médias. La seule façon où on parle du Rwanda dans les médias depuis à peu près 98, on le voit souvent, c'est quand on parle des FDLR ou des génocidaires Hutus. Donc c'est comme si toute la crise congolaise était concentrée uniquement entre les FDLR ou les génocidaires Hutus et que les différents acteurs qui interviennent dans la déstabilisation et le pillage des richesses dans ce pays ne doivent être cherchés que autour de ce groupe. Je trouvais cela réducteur et connaissant aussi la situation des FDLR et des Hutus qui étaient des réfugiés à l'est du Congo depuis 1994, je savais qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, les moyens politiques de pouvoir créer un tel chaos, parce que s'ils avaient autant de moyens, je pense qu'ils auraient tout fait pour reprendre le pouvoir dans leur propre pays. Donc ce qui n'est pas jusqu'à présent le cas. Donc j'ai voulu comprendre comment l'Union européenne, qui est engagée financièrement, comme je le disais tout à l'heure, et diplomatiquement dans la région, comment elle arrive à soutenir des élections qui sont truquées au Rwanda, les élections sont truquées en République démocratique du Congo, et que tout cela en contradiction et totale avec les principes même de l'Union européenne qui consistent à défendre la liberté de la presse, les droits de l'homme, le soutien au processus démocratique. Donc, je me suis penché donc sur la façon dont l'Union européenne a soutenu le processus de transition ou le processus démocratique au Congo, puisque c'est de ça dont il est question. Donc je suis parti des propres principes de l'Union européenne pour vérifier tout simplement s'ils sont conformes aux actions, aux actes qui sont posés par cette prestigieuse institution. Donc pour cela, il m'a fallu, vu l'expérience que j'ai sur la région, analyser les choses à partir de 1994. C'est-à-dire que les Congolais ne peuvent pas comprendre ce qui arrive à leur pays si ils continuent de considérer les événements du Rwanda comme des événements étrangers, comme si c'était quelque chose qui s'était produit dans un autre pays et qui n'a pas grand-chose à voir avec le Congo. J'ai entendu parfois les Congolais dire l'histoire des événements du Rwanda, c'est le problème des Rwandais. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes là-bas, c'est sûr qu'ils doivent régler leurs problèmes chez eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont décidé de porter leurs problèmes sur le territoire congolais, de ne pas les résoudre sur le territoire congolais, mais surtout d'essayer de profiter des problèmes internes au Rwanda pour déstabiliser le Congo. Et tout cela commence donc en 1994. C'est pour cela que j'attire votre attention sur les cartes que je vais vous montrer tout à l'heure, parce que c'est le point de départ de la conquête du Congo par les autorités rwandaises, notamment l'APR, l'armée patriotique rwandaise, dirigée à l'époque par Paul Kagame. Non, c'est bon. Donc, vous voyez très bien que la carte que vous avez devant vous, c'est la carte qui présente l'intervention militaire française en 1994, au mois de juin, qui avait été une décision du Conseil de sécurité qui demandait que l'armée française puisse intervenir à titre humanitaire pour sauver les populations en danger qui s'étaient déversées massivement sur le territoire congolais, donc dans le Kivu. Et cette intervention qui a été critiquée, mais sévèrement, qui est toujours critiquée d'ailleurs par les médias occidentaux, et personne ne comprend pourquoi il y a autant de critiques
sur l'intervention française, alors que l'intervention française n'a jamais permis, un, de sauver le pouvoir de Mobutu, deux, de remettre les Hutus au pouvoir, puisqu'on a dit que la France soutenait le maréchal Mobutu et soutenait évidemment le président Habyarimana ou la majorité Hutu au pouvoir. Donc cette intervention, lorsqu'elle est portée en 1994, n'a essentiellement pour seul but que mener une action humanitaire. Mais il y a un autre aspect qui est beaucoup moins connu, mais sur lequel d'ailleurs est construit les accusations qui sont portées contre l'armée française, c'est que cette intervention constate, mais très sérieusement, que le début de la déstabilisation de la région est en cours. Et que cette déstabilisation est orchestrée à la fois par l'armée patriotique rwandaise, soutenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi. Alors, cette carte, elle est très importante parce que c'est une carte qui vous présente en quelque sorte le mouvement des déplacés au mois d'août 1994. Donc, vous avez toutes les taches qui sont de couleur marron, sont les camps de Hutus que vous voyez à l'est du Zaïre. Et les camps en rose sont les camps qui sont les camps de la communauté Tutsi. Et les flèches que vous voyez là sont les flèches qui indiquent les mouvements de la population, de la communauté Tutsi en direction de Kigali. Donc, dès 1994, donc au mois d'août, vous avez plusieurs, dans ces différents camps déplacés, vous verrez que le Zaïre, donc votre pays, avait déjà au mois d'août à peu près 1 300 000 personnes qui étaient... voilà. Ne vous inquiétez pas, je pense que... Voilà. C'est ça? Ah, d'accord. Donc, vous voyez là que le Zaïre a déjà à peu près environ 1 300 000 personnes. Vous voyez que ici, là, vous avez environ 400 000 Rwandais, donc la communauté Hutu. Et vous avez un petit camp de Tutsi juste à côté là également. Et partout dans la partie sud du Rwanda, vous voyez à la frontière presque avec le Burundi, vous voyez qu'il y a de très nombreux camps de réfugiés Hutus qui y sont. Bon, vous allez comprendre pourquoi ces camps sont faits de cette façon. Parce que avant cela, il serait quand même intéressant de comprendre comment le silence va être organisé sur les événements du Rwanda, sur la vérité sur les événements du Rwanda. Voilà toutes les ONG que vous avez, toutes les grandes ONG internationales qui sont au mois d'août 1994 au Rwanda. Vous avez l'UNICEF, MSF, CARE, etc., etc., etc. Donc tous ces gens sont au Rwanda à ce moment-là et suivent exactement ce qui se passe dans le pays. Donc vous avez progressivement, pendant qu'on y est, des camps Hutus qui sont toujours en train de s'accumuler dans la région proche du Congo, du Congo-Zaïre, et vous avez également quelques regroupements de Tutsis, notamment dans la région de Goma. Mais ces camps de réfugiés Tutsis sont en fait la communauté Tutsi congolaise, donc les fameux Banyamulenge qui n'existent pas, mais qui effectivement sont au Congo depuis très longtemps. Et pourquoi cela? Pourquoi vous voyez ces populations-là? Là, on commence à arriver sur le plan militaire, strictement militaire. Bon, il se trouve que, à cette même période, vous avez, à ce niveau-là, un drapeau américain, un drapeau néo-zélandais, un drapeau britannique, un drapeau canadien. Ce sont des troupes, des unités spéciales qui sont déjà dès cette époque-là en place à Kigali, qui suivent tout ce qui se passe et qui sont en soutien au FPR, à l'armée patriotique rwandaise, qui est en train de mener une bataille militaire extraordinaire. Et donc, vous avez également plusieurs... donc, vous avez une unité...
c'est de maniement délicat pour moi, parce que c'est la première fois que je le fais. Voilà. Alors, tout se bien. Voilà. On retrouve les choses. Voilà. Bon. Donc, pourquoi les choses se passent ainsi? On va voir la situation militaire qui est celle du Rwanda à ce moment-là. Bon, commencez à regarder très attentivement cette carte. Donc, vous allez voir que toutes les enveloppes que vous avez en rouge représentent l'armée patriotique rwandaise, les positions de l'armée patriotique rwandaise sur le terrain. Et là, vous avez à cet endroit-là la petite unité de gendarmerie zaïroise. Vous avez à cet endroit-là, vers Massissi, donc une petite unité de la DSP, la division présidentielle du président Mobutu. Et vous avez à cet endroit-là 12 000 hommes, donc ce qui reste de l'armée gouvernementale Hutu qui a fui Kigali, qui s'est déporté vers Goma, et donc qui constitue à peu près 12 000 hommes. Et vous avez également 6 000 hommes ici, l'armée zaïroise, qui essaye de venir à la frontière parce qu'ils sentent très bien que le flot des réfugiés va être difficile à gérer pour le gouvernement et pour les autorités. Et pour des questions de sécurité, puisque les militaires Hutus qui étaient à Kigali sont déplacés là avec à peu près 12 000 hommes, ont également du matériel militaire et des munitions. Donc ces gens peuvent, d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont en fuite, ils peuvent constituer aussi une menace pour la sécurité des Congolais sur leur territoire. Donc c'est cette raison qui explique que les autorités congolaises mettent 6 000 hommes ici au niveau de la frontière et essayent d'envoyer une vision de la sécurité présidentielle ici pour surveiller les mouvements des troupes rwandaises qui sont à ce niveau-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au mois d'août 1994, il y a une petite unité de l'armée britannique qui est située pas loin de Byumba, et ce sont des gens qui sont déjà en appui à l'armée patriotique rwandaise. Donc voilà le Rwanda qui occupe une position militaire très importante, et vous voyez très bien que l'occupation militaire, une fois de plus, donc les enveloppes rouges sont constituées des troupes de l'APR, la MINUA, donc, désolé. Bon, la MINUA, donc c'est les petits carrés bleus que vous voyez là, c'est-à-dire les troupes des Nations Unies, les casques bleus des Nations Unies, et vous avez des membres de l'opération turquoise qui commencent à opérer progressivement, mais ce qui est important, c'est que vous voyez que le Rwanda, tout le Rwanda est quasiment quadrillé militairement par le FPR. Donc voilà un groupe de gens dont les familles sont en train d'être exterminées, parce que c'est ce qu'on nous a dit, qui ont une puissance de feu telle qu'ils ont envoyé la majorité de la population Hutu qui fuit vers l'est du Congo, et ils ont une position d'autorité sur le plan militaire sur l'ensemble du territoire national. C'est quand même étrange qu'au mois d'août 1994, en plein massacre, ils ont en même temps une telle puissance militaire et en même temps une énorme extermination de la population. C'est quand même une contradiction dans les faits qu'il va falloir nous expliquer un jour. C'est-à-dire que je ne renie pas le fait que les Tutsis ont été massacrés. Il y a eu des Tutsis massacrés, il y a eu des Hutus massacrés, et surtout, les Hutus ont été massacrés sur le plan militaire parce que le FPR avait une puissance de feu supérieure, nettement supérieure à la puissance de feu de l'armée gouvernementale. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'avec une telle puissance de feu, comment se fait-il que le FPR, au mois d'août, puisqu'il y a l'attentat a lieu au mois de 6 avril, les massacres commencent le 7 à peu près, et donc en l'espace vous avez, enfin, entre le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, vous avez en 4 mois, vous avez un tel quadrillage militaire du temps, ça signifie que dès le mois d'avril déjà, la supériorité militaire du FPR était évidente.
Donc c'est cette supériorité militaire qui va faire chasser le gouvernement en place à Kigali, qui va fuir, qui va se retrouver du côté de Masisi, de Goma, mais vous avez également une pression militaire qui est organisée à partir de l'Ouganda, c'est-à-dire que des gens qui viennent, puisque le FPR, pour prendre le pouvoir, ils sont partis de l'Ouganda pour rentrer là. Et ensuite, ils vont obtenir des déplacements de population au même moment du Burundi vers le Rwanda. Et toute la pression militaire va être faite. Et quand vous regardez le positionnement de l'armée patriotique rwandaise, vous voyez très bien, et ça c'est un fait intéressant, c'est que vous vous rendez bien compte que toute la pression est en direction de l'Est du Congo. C'est-à-dire que toute la pression militaire se fait quasiment vers l'Est du Congo. C'est-à-dire qu'on pousse massivement les populations vers l'Est du Congo, parce que plus tard, on a besoin d'utiliser le territoire congolais comme prétexte et comme base de déstabilisation. Mais dès 1994, sur le plan militaire, c'est évident, ça c'est... Ensuite, vous voyez que il y a donc une intervention dont personne ne parle. C'est une intervention militaire qui a été organisée, qui a été décidée par M. le Président Clinton au mois de fin juillet, début août 1994, qui s'appelle Support Group. Donc, Support Group est un détachement militaire américain qui comporte environ 1490 hommes. Donc, 900 en TB, 330 à Goma et 260 à Kigali. Où font ces gens à cet endroit-là? Eh bien, ils sont en appui ici à l'armée rwandaise. Ils sont en surveillance. C'était un peu en deux. Voilà. Donc, ils sont en appui à l'armée gouvernementale ici à Kigali. Ils sont en surveillance ici à l'est du Zaïre pour voir le mouvement des réfugiés. Avec l'aide des photos satellites, ils vont présenter plus tard, puisqu'ils vont aider le FPR à bombarder les camps de réfugiés. C'est grâce aux satellites américains. Et puis, ils sont également en Ouganda pour suivre les opérations à partir de ce pays et à partir du Kenya. Ils vont avoir aussi également une base au Kenya. Donc, vous voyez très bien que ce petit détachement américain, qui va être d'une redoutable efficacité, d'une discrétion particulière, ne vient pas pour travailler, pour empêcher les massacres, ou en tout cas pour intervenir sur la situation désastreuse des humanitaires, enfin des populations qui sont basées à l'est du Congo, mais ils vont travailler à appuyer, à consolider militairement, sur le plan des conseils de la logistique, le FPR qui est en train de remporter une formidable victoire sur le plan militaire. Alors, ceci est très important parce que nous arrivons donc à la base des éléments qui vont vous expliquer pourquoi, par la suite, un seul discours va prévaloir dans le dossier du Rwanda. C'est-à-dire que les gens, les réfugiés qui se trouvent à l'est du Congo, sont tous des bébés, des vieillards, des femmes, des enfants, etc., vont tous, et y compris les troupes rwandaises qui sont parmi les réfugiés, ils vont tous être traités de génocidaires. Le discours ne changera plus jamais dès 1994 sur cette présentation des choses. Pourquoi?
Parce que les actions qui vont intervenir au Congo ont besoin non seulement de ce vocabulaire pour rassurer les auditeurs ou les téléspectateurs qui écoutent l'activité dans la sous-région, mais personne ne va essayer de prendre en considération le fait qu'il y a une population étrangère qui se trouve sur un territoire donné et que ce territoire a besoin à la fois de sécurité et de vigilance pour et effectivement protéger ses propres populations. Donc, dès 1994, ce discours est installé et il ne se discutera plus. Donc, lorsque, en 1997, le président Mobutu est renversé, avec l'appui, l'aide du Rwanda, de l'Ouganda et bien entendu de l'Angola, l'argument qui sera encore utilisé, c'est que, eh bien, il faudra tout faire pour, entre Kagame et Laurent Désiré Kabila, le deal qui sera fait entre eux, c'est que le Rwanda a besoin de participer à cette opération pour donner la possibilité à son pays de participer militairement à la chute de Mobutu, mais pour massacrer les populations civiles Hutus installées à l'est du Congo. La deuxième chose, c'est que le Rwanda, dès ce moment-là, se présente déjà avec Laurent Désiré Kabila comme la force qui est capable de restructurer l'armée congolaise, et pour restructurer l'armée congolaise, il faut se débarrasser de tous les officiers supérieurs de l'armée congolaise formés à l'époque de Mobutu, parce que d'après le Rwanda, ces gens sont corrompus, incapables, etc., etc. Laurent Désiré Kabila, qui n'a pas beaucoup de solutions à ce moment-là, adhère d'abord à cette position. Donc, il va se débarrasser de tous les mobutistes, de tous les officiers. Enfin, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi les officiers doivent nécessairement avoir l'étiquette de mobutiste dès lors où ils ont été formés par l'argent du pays. C'est la collectivité nationale qui a mis à sa disposition des fonds pour former tous les cadres de l'armée congolaise dans les différentes académies du monde, donc notamment en Belgique. Donc cet argument va être utilisé par le Rwanda pour que Joseph Kabila ne puisse pas avoir des experts militaires de haut niveau dans le dispositif de la sécurité nationale. Dès cet instant, James Kabarebe, l'actuel ministre de la Défense, va se présenter comme celui qui est capable de restructurer l'armée congolaise. Et parmi les arguments qu'ils avancent, c'est que l'armée patriotique rwandaise est une armée disciplinée, performante, etc., etc. Relayé, tout cela relayé par les médias. Donc, pour Laurent Désiré Kabila, les choses sont évidentes, elles sont simples, elles sont claires. Donc, James Kabarebe devient chef d'état-major de l'armée congolaise. Et au moment où il devient chef d'état-major de l'armée congolaise, il place une bonne partie des éléments de l'armée patriotique rwandaise, c'est-à-dire les militaires Tutsis qui constituent l'ossature de l'armée rwandaise, dans des postes stratégiques au niveau de la sécurité extérieure, c'est-à-dire du contre-espionnage, mais également aussi de la sécurité intérieure pour gérer l'ensemble du dispositif de l'appareil sécuritaire congolais. C'est dès 1997 que l'appareil sécuritaire congolais est quasiment mis entre les mains des Rwandais, notamment des militaires Tutsis de cette armée. Eh bien, lorsque Kabila se rend compte que finalement ses invités deviennent de plus en plus encombrants et envahissants, que les Congolais, y compris ceux qui ont des choses à dire, ne peuvent plus s'exprimer librement dans leur pays, et le président lui-même, il décide donc de demander à tous ces gens de retourner chez eux au Rwanda. À ce moment-là, eh bien, évidemment, il prend contact également avec certains Congolais qui étaient soit des proches de Mobutu, etc., en demandant d'essayer de renforcer le dispositif sécuritaire congolais pour faire face à la nouvelle situation que va créer le vide. Mais entre-temps, pour pouvoir accepter que les Rwandais s'installent comme ça au Congo, ce n'était pas... beaucoup peuvent considérer peut-être aujourd'hui que la réaction de Laurent Désiré Kabila était stupide, mais pas si stupide que ça. Il faut savoir que l'APL, dans laquelle il n'avait pas de puissance militaire en tant que telle, s'est constituée à travers le Rwanda et l'Ouganda. Mais il y a un autre élément important, c'est que lorsque les Angolais sont arrivés, les Angolais ils pensaient pouvoir apporter un soutien militaire
et surtout contribuer à une consolidation de l'armée congolaise à travers Laurent Désiré Kabila. Mais très rapidement, les Rwandais, sachant que l'Angola était un concurrent sur le plan militaire qui était très sérieux et que surtout ils avaient des moyens, des capacités militaires d'épauler effectivement la RDC, ils ont dit à Laurent Désiré Kabila que les Angolais menaçaient de l'assassiner. Et donc, Laurent Désiré Kabila a demandé à l'armée angolaise de quitter le territoire et de partir. Et lors de mes discussions avec l'ancien ministre Victor Mpoyo, qui était un des principaux amis du président Dos Santos, qui avait fait rentrer l'Angola dans le jeu de la chute du maréchal Mobutu, me dit qu'il est allé à Luanda pour rencontrer le président Dos Santos, et le président Dos Santos a refusé de le recevoir. C'est un ami de longue date, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient indépendamment de cette situation. Alors pourquoi? Parce que Dos Santos ne comprenait pas. Pourquoi, après tous les efforts que l'Angola avait fait pour aider Laurent Désiré Kabila, comment eux pouvaient être soupçonnés de vouloir l'assassiner? Eh bien, la stratégie du Rwanda a bien marché, parce qu'une fois que l'Angola a été écarté, eh bien, Laurent Désiré Kabila est quasiment devenu leur otage. Donc c'est à partir de ce moment-là que lorsque Laurent Désiré Kabila a compris ce qui est en train de se passer, il a décidé de se séparer d'eux. Et en se séparant d'eux, évidemment, il a déclenché la guerre que les Rwandais attendaient depuis très longtemps. Dès 1998, c'est-à-dire l'année suivante, ils envahissent officiellement le Congo. Mais l'argument qu'ils utilisent à ce moment-là, ce n'est pas qu'ils ont des problèmes avec Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il y a des interarmées, des génocidaires à l'est du Congo qui menacent la sécurité du Rwanda. C'est comme ça qu'ils vont donc prendre position. Après les premières attaques, autour des mines de coltan, de diamants et de tous les minerais rares qu'il y a à l'est du Congo, c'est là qu'ils vont chercher des génocidaires. Mais il se trouve que Laurent Désiré Kabila, à ce moment-là, décide, vu cette nouvelle situation de guerre que lui impose le Rwanda, il décide donc de se servir des Hutus. Il sait que des Hutus sont frustrés d'avoir été chassés du pouvoir et de leur pays, et qu'ils sont en déshérence dans toute la région. Il décide donc de pactiser avec eux, parce qu'il sait que les Hutus rwandais seront capables de l'aider à défendre le territoire. Donc il signe un contrat avec eux, et dans ce contrat, l'Angola se porte garante pour pouvoir financer la formation des Hutus rwandais, et ces gens vont être parmi les forces dont va se servir avec les Maïmaï, bien entendu, mais c'est les premières forces sur lesquelles Laurent Désiré Kabila va s'appuyer pour défendre le territoire, même si les Zimbabwéens et les autres vont venir après, mais c'est la première base militaire de Laurent Désiré Kabila, ça va être les Hutus, ce qu'on va appeler par la suite les FDLR. Donc voilà comment les Hutus ou les FDLR reprennent pied sur le territoire congolais, mais ils ont un objectif. Leur objectif, c'est que s'ils réussissent à libérer le territoire congolais de la menace de Paul Kagame, eh bien, ils peuvent se retrouver en situation militaire de déstabiliser effectivement le régime de Kagame et donc de s'emparer du pouvoir. Donc, cette situation devient une situation très préoccupante pour le Rwanda. Il décide donc de créer ce qu'on a appelé le RCD, donc en disant qu'effectivement, ce sont des Congolais qui sont mécontents du régime de Laurent Désiré Kabila, qui effectivement s'opposent à sa politique. Lui aussi, comme Laurent Désiré Kabila, il utilise la frustration de tous les mobutistes qui ont été humiliés par la chute du pouvoir du maréchal Mobutu et qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont devenir, parce que beaucoup de gens, des responsables politiques de cette époque, n'avaient pas connu l'exil. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient jamais sortis quasiment de leur pays en dehors des périodes de vacances à l'étranger, etc. Donc pendant près de 30 ans, ou 20 ans pour certains, eh bien, ils étaient au pouvoir. Donc se retrouver du jour au lendemain éjectés du pouvoir comme ça s'est passé en 97, eh bien beaucoup ne l'avaient pas digéré, et c'est ainsi qu'ils vont maintenant aller rechercher ce Kagame qui
est un des acteurs qui les a renversés de pouvoir, ils vont aller chercher le soutien à Kigali en pensant effectivement que Kagame va avoir les moyens de renverser Laurent Désiré Kabila pour les replacer au pouvoir. Donc ils ont cru un peu naïvement que le Rwanda allait se mettre en situation de redonner le pouvoir, l'autorité aux Congolais, alors que tout ce dont ils rêvaient, c'était de dépouiller les Congolais jusqu'à leur plus petit bien. Donc, dès 1998, cette bataille se met en route. Évidemment, l'argument essentiel, c'est toujours les génocidaires, Hutus qui seraient à l'est du Congo et qui menaceraient la stabilité du Rwanda. Bon, entre-temps, personne ne se rend compte que le Rwanda est devenu une puissance militaire très importante parce qu'elle soutient, parce qu'elle va servir en quelque sorte de base pour les multinationales et aussi pour la mafia internationale qui veut piller le coltan, les richesses du Congo, et qui vont utiliser Kigali comme base arrière. Donc, ils donnent tous les moyens financiers et militaires au Rwanda pour mener ces opérations sur le territoire congolais. Alors, les choses commencent à se compliquer lorsque, en 2001, le président Laurent Désiré Kabila est assassiné. Alors, dès ce moment-là, il y a une chose qui devient très importante et que je note, je découvre dans les archives de l'Union européenne. C'est que, après l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, il s'est quand même posé un véritable problème de succession. Évidemment, le président zimbabwéen avait pris contact avec un certain nombre de gens dans l'entourage de Laurent Désiré Kabila pour leur dire qu'il fallait qu'ils reprennent leur pays. Parce que s'ils ne le faisaient pas, d'autres prédateurs étaient prêts à s'en occuper. Et dans l'entourage de Laurent Désiré Kabila, on a pensé à une personne. On a pensé à Joseph Kabila, sur forte proposition ou suggestion d'un certain nombre de pays occidentaux, notamment les États-Unis. Donc, Joseph Kabila, comme tous les Congolais l'ont remarqué, à peine Laurent Désiré est assassiné que Joseph Kabila ou Joseph autre chose se retrouve propulsé au devant de la scène pour assurer la continuité des affaires de l'État. Et immédiatement, il est invité à Paris, accueilli par le président Jacques Chirac, et puis, quelques jours après, il se retrouve à Washington, accueilli par le président Bush. Donc, les Congolais sont quasiment paralysés par ces deux invitations, qui montrent non seulement que la communauté internationale reconnaît le nouveau président de la République, mais les Congolais ont quand même une préoccupation, c'est qu'il faut quand même des élections. Et la communauté internationale, consciente de cette préoccupation, décide donc de placer Joseph Kabila à la tête du pays et en le soutenant. Et l'Union européenne va assurer le relais de tout cela. Dès 2002, l'Union européenne décide de s'investir dans la transition congolaise. Et que va faire l'Union européenne très concrètement? Va-t-elle soutenir Joseph Kabila ostensiblement? Pas vraiment. Va-t-elle demander que l'opposition congolaise travaille pour avoir des élections libres et transparentes? Pas vraiment. Mais l'Union européenne va travailler en quelque sorte sous l'influence des États-Unis dans l'organisation de la transition et surtout dans le soutien à la transition. L'Union européenne va financer d'abord la police nationale. Et pourquoi le financement de la police nationale? Le financement de la police nationale, c'est qu'on a besoin de calme et de sécurité à Kinshasa, pas à l'est du Congo. La sécurité à Kinshasa, pourquoi? Eh bien parce que se trouve à Kinshasa le président de la République, le Parlement, le Sénat et toutes les institutions qui sont en partenariat, en discussion avec l'Union européenne. Et donc, il y a cette décision de soutenir la constitution de la police. On sollicite donc les Sud-Africains. Les Sud-Africains, d'abord, le projet de soutien à la police est un projet qui va être d'abord initié par la Belgique et par la France. Donc la France va envoyer un certain nombre
destructeur avec la Belgique pour pouvoir organiser, restructurer la police congolaise. Mais on va demander aux Sud-Africains de sélectionner les gens, donc de sélectionner les Congolais. Évidemment, les Sud-Africains avaient un projet un peu plus ambitieux qui devait aller de la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le trafic des diamants, etc., etc. Mais il va y avoir une concurrence entre les différents États, c'est-à-dire que la France et la Belgique ne verront pas d'un bon œil l'action des Sud-Africains. Et pendant toute cette période-là, les Anglais sont quasiment au courant de tout. On les voit intervenir très discrètement, mais de façon efficace dans toutes les décisions qui sont prises. Ils vont participer au soutien en partie de cette réforme de la police sans véritablement s'engager. Et puis, dans le même temps, on va demander, l'Union européenne va proposer aussi le soutien à la restructuration de l'armée, qui a commencé déjà avec, comme je le disais tout à l'heure, avec James Kabarebe, mais qui va se perfectionner entre guillemets, puisque on va recruter des truands, des gens qui ont commis des crimes contre l'humanité, des gens qui ont violé des femmes au Congo. On va les recruter tous dans l'armée. Et on va appeler ça le processus de désarmement et intégration dans l'armée. Bon, finalement, les experts de l'Union européenne commencent à se dire que c'est quand même un peu dangereux ce qu'on est en train de faire, parce que ce processus que nous mettons en place, que nous finançons, etc., on ne sait pas quels seront les résultats fiables de cela. Et au même moment, ils sont en train de faire tout cela en 2004, évidemment, le Rwanda, on apprend que les Congolais se réveillent un matin, ils apprennent qu'ils ont un dissident dans l'armée congolaise qui s'appelle un certain Laurent Nkunda. Et que demande Laurent Nkunda? Ce n'est pas qu'il va s'opposer aux incursions de l'armée rwandaise à l'est du Congo, puisqu'il est censé être congolais, et donc, ou qu'il va déplorer le fait que l'armée congolaise n'a pas suffisamment de moyens pour faire face aux attaques répétées de l'armée patriotique rwandaise, mais il va dire que, écoutez, nous avons quelques problèmes, la communauté Tutsi de l'Est du Congo est victime de discrimination, et que face à ces discriminations, nous devons intervenir. Nous qui, l'armée congolaise? Non, une fraction de l'armée congolaise entre en rébellion, non pas pour des raisons professionnelles ou des raisons purement techniques, qui sont généralement, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre quand une armée entre en dissidence ou quand quelques officiers commencent à déserter l'armée, ils ont toujours d'abord des préoccupations d'ordre professionnel, soit l'absence de moyens, soit un désintérêt de l'État, etc., etc. Non, eux, ils ont un problème communautaire, c'est-à-dire que la communauté Tutsi serait victime de menaces et donc il faut intervenir. Et dans un premier temps, Paul Kagame dit que c'est un problème congolo-congolais, mais on va apprendre très rapidement que le Rwanda finance le CNDP de Laurent Nkunda et que, bon, finalement, ces gentils messieurs qui sont, semble-t-il, congolais, qui veulent la paix au Congo, veulent quand même que la minorité Tutsi de l'Est du Congo vive en paix. Mais bien entendu, les autres minorités du Congo qui sont dans la région ne prennent pas les armes, n'entrent pas en dissidence contre l'État pour revendiquer leurs droits, mais seule la rébellion Tutsi pense qu'elle est plus qualifiée que n'importe quelle autre minorité pour revendiquer ses droits. Et je me rends compte pendant toute cette période-là que les dirigeants politiques congolais ont du mal à parler de ça. Et que dire qu'on a un problème avec une minorité de rebelles Tutsis qui déstabilisent ou qui manquent de loyauté par rapport au Congo, les entraîne tout de suite à être indexés comme des gens qui auraient la maladie virale qui a atteint les Hutus en 1994, c'est-à-dire qu'eux aussi voudraient commettre un génocide contre les Tutsis qui sont installés au Congo. Et donc évidemment, ce type d'information et de déclaration est relayé par la presse internationale, et je me rends compte que dans la plupart des rapports de l'Union européenne que j'ai consultés, le discours même des institutions européennes devient celui du gouvernement rwandais. C'est-à-dire que le gouvernement rwandais
l'Union européenne, les représentants de l'Union européenne parlent d'Interahamwe à l'est du Congo, parlent constamment de génocidaires, etc. Pendant que le tribunal pénal international est en train de juger, d'innocenter un certain nombre de personnes parmi ces Hutus qu'on traite globalement de génocidaires. Mais au sein de l'Union européenne, cette situation n'a quasiment pas de signification. Eh bien, évidemment, l'armée, la police continue d'être restructurée, réorganisée, etc. Mais il se produit un élément très important que je découvre dans les archives de l'Union européenne, c'est que les élections sont prévues pour 2006. Et pour les élections de 2006, l'Union européenne ne veut pas de vague. Parce que les États-Unis et la France ont décidé d'installer Joseph Kabila définitivement au pouvoir après les élections. C'est-à-dire qu'il doit être le candidat gagnant des élections. Et un représentant de l'Union européenne